Alors, bon, malgré ces petits inconvénients, c'est pas grave, c'est ce que j'appelle moi des béquilles pédagogiques. Et franchement, je suis un ancien, donc je suis pour le verbe. Au début était le verbe, et je pense qu'on n'a rien trouvé de mieux que le verbe. Quand il y a des images, c'est pas mal, mais des fois on doit s'en passer. Alors, quand mon ami Garrigou, mon collègue et néanmoins ami Garrigou m'a proposé de venir parler, je lui ai dit voilà, nous autres historiens, nous avons un gros défaut. Nous ne sommes pas des journalistes qui sont toujours fixés sur un petit moment. Nous aimons bien replacer les choses dans la longueur. Et on ne peut comprendre la retirade telle qu'elle s'est passée début 1939 que si on se souvient de plein de choses. D'abord, la retirade, c'est pas la première. Il y a eu, en 1914-1915, l'exil des Belges sur le nord de la France. Et puis, en Espagne, il y a eu le départ des populations de Malaga par la route côtière jusqu'au Levant, sous les bombardements de l'aviation, j'allais dire franquisto, nazico, mussolinienne, et de l'artillerie des navires de guerre. On n'en parle jamais. Mais ça a commencé dès, j'allais dire, le début de septembre 1936, par l'exil d'un certain nombre d'habitants de la province de Guipuscoa, c'est-à-dire de San Sébastien. Et ces gens qui ont quitté San Sébastien sont repartis en Catalogne républicaine via la Tour de Carol. Et dans le livre ici présent que nous avons consacré, on a consacré une journée d'études sur l'accueil des enfants, les Pyrénées-Orientales, plaque tournante de l'accueil des enfants en France et en Belgique de 1936 à 1939, eh bien, vous voyez que ça commence. Et puis ça continue par l'exode des Basques. On n'en parle jamais, mais l'exode des Basques, c'est quand même 150 000 personnes qui par bateau quittent le Pays Basque, et c'est des milliers d'enfants de colonies qui arrivent. Il y a un bateau qui un jour a débarqué d'un seul coup sur le port de La Rochelle, 4700 enfants. Et ça a posé des problèmes d'accueil absolument considérables. Le troisième exil, c'est celui du Haut-Aragon, par l'école pyrénéen sur les Hautes-Pyrénées. Le quatrième, c'est nous, c'est la Catalogne. Et le cinquième, qui est peut-être le plus pénible, le plus dur, c'est celui du Levant sur l'Afrique du Nord. Et nombre de gens qui pensaient pouvoir partir n'ont pas pu partir, et Valence est devenue une grande fosse commune, avec des exécutions en masse. Voilà. Donc si vous voulez, il faut bien voir cela. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette peur de la guerre? Eh bien parce qu'il se passe quelque chose qui est extrêmement important. En 1936, c'est, j'allais dire, la première guerre moderne. La guerre 14-18 est une guerre ancienne. C'est une espèce d'affrontement pseudo-chevaleresque entre hommes. Moins chevaleresque qu'avant parce que l'artillerie fait qu'on se tue ou la mitrailleuse fait qu'on se tue sans se voir. Mais c'est une affaire d'hommes. Et j'ai la chance d'avoir vécu dans le Pas-de-Calais. La belle famille de mon épouse habitait à 15 km à vol d'oiseau d'un des champs les plus sanglants, la bataille de Vimy, Notre-Dame de Lorette, qui sont des cimetières, ça vaut quasiment Verdun. Et ils ont vécu toute la guerre en entendant le canon tourner. Mais ils étaient hors de portée de l'artillerie allemande, et donc ils ont vécu, j'allais dire, ils ont travaillé la terre, ils ont vécu. Or, la grande invention qui commence à apparaître en 14-18, mais qui reste encore balbutiante, c'est l'avion. Et c'est l'idée qu'il faut frapper la population civile, parce que d'abord c'est un ennemi, chose nouvelle, et parce que ça permettra de briser le moral des troupes. Et donc vous allez avoir, eh bien, à Madrid, on bombarde Madrid, et puis on va bombarder Guernica. Et Guernica, c'est le début de la modernité. Parce qu'après, vous avez la bataille de Londres, vous avez Coventry rasé, vous avez les Anglais qui rasent Dresde, et on termine en beauté par Hiroshima. Là, c'est le comble du chic, c'est-à-dire qu'avec une bombe, vous rasez une ville. Vous envoyez plus 1000 avions, comme c'était le cas sur Dresde, une seule avion, une bombe, et c'est fini. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, comme je disais à mes étudiants, il vaut mieux être militaire planqué dans un char d'assaut qu'être un pauvre civil qui en Syrie se reçoit plein de choses sur la tête. Et donc ça c'est la guerre 14-18, et c'est la guerre d'Espagne qui est le tournant de ces guerres du XXe siècle. Alors, de
faut aussi imaginer quelque chose. C'est que, il y a aussi une nouveauté. C'est qu'on se bat dans les villes. Madrid, c'est, comment dire ça simplement, eh ben c'est Stalingrad avant l'heure. C'est Berlin avant l'heure. C'est-à-dire que les villes vont devenir des champs de bataille. En 14-18, on se bat en pleine la campagne. À la limite, on rase la ville. Arras a été entièrement rasée, hein, mais vidée de sa population. Et puis on s'est battu dans les faubourgs d'Arras. Tandis qu'à Madrid, on se bat dans la cité universitaire. On se bat d'étage à étage, de bâtiment à bâtiment. Stalingrad, c'est pareil. Et la chute de Berlin a été un combat, j'allais dire, quasiment au corps à corps dans les ruines d'une ville. Vous voyez, donc là aussi, nouvelle innovation. Alors, Madrid est ligne de front, Tolède est ligne de front. L'Alcazar de Tolède est entre les mains des insurgés. On se bat, je ne sais pas si vous voyez Tolède, il y a l'Alcazar, et autour de l'Alcazar, vous avez la zone républicaine. On se bat en pleine ville. Bon. Et donc, il y a des populations qui comment dire ça, qui essaient d'échapper au combat. Donc ils sont sur les routes, exactement comme en 40. Vous avez des populations qui fuient d'Andalousie sur Madrid, de Tolède sur Madrid, de Bilbao, enfin, qui essaient de partir de Navarre sur Madrid. Et donc le gouvernement décide, qui s'est replié d'ailleurs à Valence, le gouvernement n'est plus à Madrid, il est à Valence. Le gouvernement espagnol décide de vider Madrid d'un maximum de gens inutiles au combat, les vieillards et surtout les enfants. Alors les femmes non, parce que les femmes, eh bien, elles s'engagent, hein, c'est aussi un moment où la femme devient une combattante, dans les armes à la main ou en faisant des tranchées, enfin, elle se bat la femme, elle fait tourner la machine de guerre, et donc on dit il faut évacuer les enfants. Et c'est à ce moment-là qu'on met en place une organisation. Cette organisation va rencontrer un deuxième phénomène. Alors ce deuxième phénomène, c'est quelque chose qui touche, j'allais dire, l'Europe avancée dans les années 30. Pour que vous compreniez ça, c'est pas la peine d'aller loin, vous allez à Saint-Jacques. Vous imaginez que la plupart des quartiers industriels, enfin, où vivait la population ouvrière, que ce soit les corons de Roubaix, que ce soit les cités minières, que ce soit à Paris, vous avez aussi, les anciens peuvent se rappeler de ce qu'était le Marais au début des années 70. Hein. C'était donc des logements insalubres. Comme je dis souvent, ma grand-mère est morte de phtisie galopante à 30 ans à Saint-Jacques. Bon. Donc c'était insalubre. Et donc, au début des années 30, les syndicats, les municipalités ouvrières vont se dire il faut sortir les enfants pendant l'été de ces quartiers insalubres. Et donc c'est toute l'idée des colonies de vacances qui commencent à émerger. Et donc les syndicats vont acheter des châteaux, vont acheter des morceaux de forêt le long de la côte atlantique où il n'y a personne, hein, et donc vont installer des colonies d'été. Les syndicats ou les cités ouvrières. Dans là, je voulais vous passer le film sur Ivry, cité ouvrière emblématique, hein, aux portes de Paris, cité industrielle, parce qu'il y a le port, il y avait la Seine passée, donc il y avait un port avec toutes sortes d'industries. Et donc, il y a cette émergence. Et en Espagne, où les conditions de vie dans les grandes villes étaient aussi catastrophiques, où se posaient des questions d'alphabétisation énormes, où la culture n'arrivait pas dans les campagnes, dès que la République apparaît en 1931, on lance une grande opération, j'allais dire un peu comme ils ont fait à Cuba, d'alphabétisation, c'est-à-dire allons vers les populations. Et alors, ils vont faire des copies de tableaux. Alors, dans le film, c'est au début, là, je ne sais pas, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc, ils vont faire ce genre de choses, c'est-à-dire, ils vont envoyer, il va y avoir des troupes de théâtre, des expositions de copies de grands tableaux des musées de Madrid. Il y a même, comment il s'appelle, Federico Garcia Lorca, travaille, il fait des pièces pour marionnettes. Il y a donc une volonté d'apporter la culture et de sortir les enfants de ces conditions. Et on va créer un système de colonies. Alors on appelle ça des colonias. Ces colonies sont des colonies d'été. Alors, les plus anciens se souviennent, quand on partait en colonie, on partait 3 semaines, 1 mois. Hein, c'est la modernité, on part 1 semaine. Non, avant on partait quasiment tout le mois de juillet ou tout le mois d'août en colonie. Et donc, ces colonies vont... Mais on va utiliser
utiliser cette infrastructure de colonies pour faire l'accueil des enfants. Et ces colonies, elles seront où? Elles seront essentiellement au Levant, c'est-à-dire la région de Valence, ou elles seront en Catalogne. Par exemple, vous avez la Molina, la station de sport d'hiver chic de Barcelone, la Molina, près de Puigcerdà. Eh bien, on va utiliser les hôtels de la Molina pour y installer des colonies d'enfants. Alors, là, vous avez une photo qui vous montre un groupe d'enfants qui est accueilli à Ivry, et sur le drapeau, c'est le cercle des femmes d'Ivry. Et ils ont fait des recherches sur Internet, on en parlait tout à l'heure avec monsieur le maire, ils ont fait des recherches et ils ont retrouvé, ce qui est exceptionnel, 4 enfants qui ont participé à cette colonie grâce à Internet. Alors, ces colonies, eh bien, ici dans le département, alors très vite, ces colonies vont être surchargées. En particulier, il va y avoir un problème invraisemblable, c'est que l'Espagne va manquer de savon. Parce que le savon, ça a l'huile d'olive, ils en ont, mais ils n'ont pas de soude. Et si vous n'avez pas de soude, vous ne faites pas de savon. Et pourquoi ils n'ont pas de soude? Parce qu'au nom de la politique de non-intervention, la soude étant considérée comme un produit stratégique, eh bien on interdit l'exportation en Espagne de soude. Alors très vite, le gouvernement espagnol, oui. Donc là vous voyez la victoire de la République, et vous allez voir ce que je vous ai raconté sur cette volonté d'apporter la culture dans les campagnes. Et donc, comme il manque de savon, très vite ils sont dépassés, et donc ils vont faire appel à la solidarité internationale. Alors en France, on va créer, au cours de l'automne 1936, ce qu'on appelle le comité d'accueil aux enfants d'Espagne. Ce comité d'accueil aux enfants d'Espagne, il est composé à la fois, il est composé de la Ligue des droits de l'homme, caution morale, et de la CGT. Et il se fixe comme objectif de créer deux centres qu'on appelle des centres de triage. Alors, il y en a un qui est juste à côté, à la Mauresque. Et la Mauresque, qu'est-ce que c'est? C'est la colonie de vacances que met en place une vieille association, les Jeunesses laïques et républicaines. Cette association, les Jeunesses laïques et républicaines, elle a été fondée au moment de l'affaire Dreyfus. Ça ne nous rajeunit pas, comme dit l'autre, par les radicaux. Puis c'est tombé entre les mains des radicaux socialistes, puis des socialistes, et le président qui a créé la Mauresque, c'est Mercader, Félix Mercader, le futur maire socialiste de Perpignan, qui lui avait acheté pour une bouchée de pain plusieurs hectares de terrain où il y a la Mauresque à l'heure actuelle, où il s'était fait bâtir, il était architecte, il s'était fait bâtir une jolie maison d'été à la Mauresque qui existe toujours, et il avait donné aux jeunesses laïques et républicaines le terrain qui restait. Et là, on a bâti en dur les bâtiments qui ont subsisté tels quels, quasiment jusqu'à 2-3 ans avant les travaux que vous voyez tous. Le deuxième centre de triage, alors voilà, ça c'est de ces médecins qui vont se charger de cette politique vers la jeunesse, vers l'Espagne. Vous voyez, ce genre d'animation diverses dans les campagnes. Et donc les jeunesses laïques et républicaines ont la Mauresque. Et la ville de Perpignan avait racheté, au fin fond de nulle part, c'est-à-dire à Passe-de-Moyau, parce qu'à l'époque c'est vraiment le fin fond de nulle part, hein, il fallait y monter. Il y avait un petit train à voie étroite qui partait jusqu'à Passe-de-Moyau, on en a parlé dernièrement. Et donc, Passe-de-Moyau, ils achètent une ancienne usine textile, alors c'est pas forcément très gai, et là ils ont une colonie d'été. Alors, pourquoi un centre de triage? Pourquoi ces deux centres de triage? Vu le nombre de jeunes, on peut dire franchement qu'à l'époque, le téléphone n'existait pas. Je veux dire que quasiment personne n'avait le téléphone chez lui dans les années 30. Même les dirigeants syndicaux de haut niveau n'avaient pas le téléphone chez eux. Donc quand on voulait téléphoner à quelqu'un à Paris, il fallait aller à la Bourse du Travail. Pour téléphoner à la Bourse du Travail de Paris, il fallait se donner rendez-vous à l'avance. Donc, téléphone, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien on utilise quelque chose qui a disparu, le télégramme. Et les télégrammes, ils en échangent parfois, le responsable départemental sort, il en reçoit des fois jusqu'à 3 par jour de télégrammes, entre Paris et Perpignan. Parce que ça, on le porte à domicile, télégramme, donc c'est impeccable.
Mais, gros problème, il n'y a quasiment plus de communication téléphonique entre l'Espagne et la France. Alors là, vous voyez, de ces colonies, et ce qui nous change aussi, c'est que ça, c'est la colonie des métallurgistes. Alors, le syndicat de la métallurgie sur Paris, vous imaginez, il y a Renault, il y a toute l'aviation, enfin, il y a... Donc c'est énorme. Hein. Et donc, ils ont acheté des terrains à Palmyre, et vous voyez, ils offrent un uniforme aux colons. Justement, donc, il y a un trousseau qui est offert aux colons pour partir le mois sur ces territoires. Et bon, ça c'est une autre époque, hein, les autobus qui partent. Et donc, voilà. Donc, pour en revenir, pourquoi un centre de triage? Donc, il n'y a pas de communication avec l'Espagne, ou très peu. Donc, un jour, après bien des problèmes, début janvier, arrive un premier convoi de 120 enfants en gare de Pont. On les transfère à la Mauresque, et à la Mauresque, qu'est-ce qu'on découvre? Un groupe de 120 enfants, dont on découvre la liste, le nom, l'âge, le sexe, les liens de parenté. Et ces enfants, ils arrivent avec un baluchon. C'est-à-dire qu'ils ont leur mère a cousu dans un sac un baluchon qu'ils portent. Ils n'ont même pas de valise en carton, c'est un baluchon. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de vêtements. Si c'est des enfants qui nous arrivent du fin fond de Malaga via Valence, vous imaginez, ils débarquent en janvier à Perpignan, ils ont un petit choc thermique. Ils ont vécu des bombardements, le voyage a été long. Ils ont été mal nourris, parce qu'il n'y a pas de nourriture en Espagne, très peu. Ils n'ont pas été, il faut les laver. Et donc on les installe à la Mauresque. Et à la Mauresque, eh bien on va les retaper un peu. Pendant 3 semaines, car dans ces centres de triage, c'est des rotations toutes les 3 semaines. Pendant 3 semaines, on va les retaper. Alors, la première chose qu'on fait, c'est les vacciner. Car il y a une hantise, c'est qu'un de ces enfants est une maladie contagieuse. Du style pénal, une rougeole, des oreillons, un truc, mais qui à l'époque, faute d'antibiotiques, peut poser des problèmes relativement graves. Donc, c'est quasiment une quarantaine. Alors, on est bien en quarantaine, on prend leurs mesures, on fait une visite médicale approfondie, et puis, ben, on va essayer de les laver. Alors, le problème, d'abord, c'est qu'à la Mauresque, c'est un temps d'été. Donc, il faut installer en catastrophe chauffage. Hein, parce que la Mauresque, c'est beau, mais enfin, en janvier, s'il y a un peu de marais ou de tramontane, ça peut devenir un peu frisquet. Et puis, donc, le grand problème, c'est les laver. Mais les laver, alors, moi, j'ai tous les rapports, parce que l'historien dépend aussi des sources. Alors il y a une jeune femme qui aujourd'hui, qui a aidé à faire ce film, qui aujourd'hui est maître de conférence à Toulouse, mais elle ne savait pas qu'à Perpignan, il y avait, à la Bourse du Travail, un dossier magnifique, planqué au milieu de n'importe quoi, sur les camps de la Mauresque et de Pras-de-Molló. Et là, nous avons tous les rapports journaliers. Alors un problème, c'est le gars, il dit, voilà, moi je veux bien les laver, mais s'ils n'ont pas du linge de corps propre, ça ne sert pas à grand chose de les laver pour leur remettre dans des vêtements sales, où il y a peut-être des poux, ainsi de suite. Donc vous voyez, le premier problème, gros problème, c'est les habiller. Alors dans un premier temps, il y a mobilisation pour offrir des vêtements. Mais ça, c'est gentil. Mais vous avez d'abord le syndicat des millions envoie des souliers. Bon, c'est bien, mais les tailles ne correspondent pas forcément avec ce que vous avez comme monde sous la main. Ils ont un problème parce qu'ils ont reçu des pèlerines, mais pour les grands garçons, il n'y a pas de grande taille. Voilà. Alors, au bout d'un certain temps, on va acheter. Parce qu'on s'est dit, on ne va pas y arriver avec... c'est gentil les dons, mais on ne va pas y arriver. Donc, on les habille, on les nourrit. Alors, à Pras-de-Molló, le médecin, parce qu'il y a un médecin qui suit ça, il dit, voilà, vu quand même le côté sympathique du climat de Pras-de-Molló, il faudrait peut-être leur faire boire un peu de vin. Ça ne leur fera pas de mal de boire un peu de vin à tous les repas. Voilà. Donc, vous voyez, on est quand même dans des époques où on avait une certaine vision optimiste des choses. Le vin comme nourriture et comme revigorant. Et donc, ils sont là. Et pendant qu'on s'occupe un peu d'eux, eh bien, les responsables regardent les fiches qui sont arrivées, où les familles qui proposent d'accueillir des enfants disent, voilà, moi je peux accueillir un enfant, je peux accueillir 2 enfants, un garçon et une fille, en fonction de leurs possibilités. Et donc, ces centres de triage, on trie bien les enfants. C'est-à-dire, toi, tu partiras
dans l'Aude chez monsieur Untel, toi tu iras à Grenoble chez monsieur Untel. Voilà. Et après on les dispatche. Alors, ceux qui vont dans l'Aude, ils sont souvent dans des familles espagnoles, ouvriers agricoles ou ouvriers du bâtiment, familles modestes. Et comment est-ce qu'on sait que c'est des familles modestes? Parce que, à Paris, et après je vous raconte une histoire qui montre bien le problème des sources, des archives, à Paris, dans les archives de la CGT nationale, il y a tout un fonds, et on voit toutes les factures que les familles d'accueil de l'Aude envoyaient à la Bourse du Travail de Narbonne, parce que par exemple, il y a une famille qui doit acheter un petit trousseau. Alors, quand je dis trousseau, c'est 2 paires de chaussettes, 2 paires de slips. C'est pas. Hein, et qu'eux n'ont pas les moyens financiers de le faire, donc ils achètent et ils demandent à la Bourse du Travail de les rembourser. Il y a même une histoire un peu triste, il y a une petite fille qui doit partir à l'hôpital, et à l'hôpital ils disent, bon, nous on veut bien l'accueillir, mais il faudrait au moins qu'elle ait un minimum de vêtements. Donc ils envoient une liste, alors bien sûr, eux ils font une belle liste de beaux trousseaux pour l'hôpital. Donc si vous voulez, ils sont pris en charge. Et s'ils tombent sur les familles espagnoles, c'est pas trop mal. Parce que imaginez-vous, un gamin qui vient du fin fond de l'Andalousie, qui a 3-4 ans, parce que moi c'est là qui part très jeune, 3-4 ans, 5 ans, qui n'est jamais allé à l'école primaire. Il parle quoi? Il parle le patois du coin. D'accord? S'il est basque, ça peut devenir rude, parce que le basque, c'est pas forcément immédiatement compréhensible par un ouvrier espagnol, catalan, habitant dans l'Aude. Hein. Donc, il y a ce problème de la langue. Et vous imaginez, s'il se retrouve à Grenoble dans une famille sympathique, le choc climatique, plus la nourriture, qui va le changer quand même grandement de ce qu'il habitait, ce qu'il mangeait au fin fond de l'Andalousie, donc c'est quand même très lourd. Le problème, c'est un des problèmes... alors ces archives de Paris, là, c'est une histoire pas possible. Parce que ce comité d'accueil aux enfants d'Espagne, c'est une branche de la CGT. Donc en 1939, la police française saisit les archives. En 1940, les Allemands saisissent les archives qui sont dans la police française. En 1945, les Soviétiques saisissent les archives qui sont à Berlin. Et elles se retrouvent à Moscou. Et donc elles y restent. Pendant des décennies, elles vont rester à Moscou. Et grâce à la perestroïka, des intellos français sont allés voir ce qu'on pouvait ramener de ces archives sur la France. Et on a récupéré une des parties des archives, c'est comme ça que cette historienne a pu travailler, parce que là, il y avait un fonds d'archives cohérent et sérieux. Alors, parmi les problèmes qui se posent, il y a un problème colossal, c'est l'encadrement de ces enfants. Parce que c'est bien beau d'ouvrir un centre d'hébergement, mais il faut trouver du personnel. Alors, coup de chance, il y avait 2 instituteurs qui étaient dans des écoles primaires, un à Madrid, l'autre à Barcelone, qui, avec la guerre d'Espagne, sont rapatriés en France, et on va les nommer directeurs de ces centres. Et après, il faut trouver du monde. Alors, le gouvernement socialiste à l'époque, parce qu'on est en 36, hein, fin 36, le gouvernement socialiste dégage des instituteurs. Seulement, ils sont tous nommés. Donc, ceux qui en tombent sur des stagiaires, pleins de bonne volonté, jeunes, sans vouloir dire du mal des instituteurs, se pose tout de suite une question. Est-ce que les instituteurs sont les mieux formés pour encadrer des colonies? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par des gens spécialisés? Alors aujourd'hui, vous trouveriez du monde avec des BAFA, ce que vous voulez, mais à l'époque, c'est le début des colonies. Donc on n'a personne sous la main. Donc vous voyez, il y a déjà un problème du personnel d'encadrement. Surtout que ce personnel d'encadrement, il doit faire face à des enfants qui sont quand même très stressés. C'est la guerre, certes, c'est déjà pas triste. Et eux, ceux qui ont vécu les bombardements sur Madrid, ils ont quand même... Ça se voit sur les décès qu'ils font. Hein, ils ont quand même une certaine vision des choses. Ils sont partis de chez leurs parents. Alors, messieurs qui avaient fait le service militaire, vous avez tous eu un calendrier où vous décomptiez le nombre de jours avant la CLI. Hein. Dans les colonies de vacances, c'était parfois un peu la même chose. Pas toujours. Mais là, ils partent pour une durée indéterminée. Ils sont partis. Quand ils arrivent à la Mauresque en janvier, il y en a certains qui sont partis depuis 4 ou 5 mois de chez eux. Même s'ils sont petits, même s'ils n'ont pas à écrire, les nouvelles,
si la mère est à Madrid et qu'elle écrit à Valence, que de Valence on essaie de les retrouver à la Mauresque, les lettres elles mettent un certain temps. Donc vous voyez, ils sont aussi, j'allais dire, il n'y a pas de rapport régulier avec la famille. Par ailleurs, quand ils sont dans les colonies, il est arrivé que des fratries soient séparées. Parce que c'est la bonne époque où il y avait les garçons de côté, les filles de l'autre. Et donc vous avez eu des frères et des sœurs qui formaient déjà un petit noyau qui se serrait les coudes, et puis qu'on a séparé parce que c'était roman, il fallait mettre un garçon ou deux filles. Bon, vous voyez que donc, et pour faire face à tout ce stress, on a un personnel qui n'est pas formé. Alors il n'est pas formé pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dès que vous avez un problème dans un collège ou dans un lycée, vous avez une cellule d'aide psychologique qui est mise en place, tant mieux. Mais à l'époque, Papa Freud, qui était encore en vie, il s'était absolument pas intéressé aux enfants. Papa Freud avait une charmante fille qui est devenue psychiatre. C'était pas une charmante fille, mais la charmante fille, le temps qu'elle grandisse, et Papa Freud et sa fille se retrouvent à l'Angleterre. Et sa fille, Mademoiselle Freud, va s'intéresser à la question, va fonder la pédopsychiatrie, parce que quand, suite au bombardement de Londres en 1940, on va évacuer les enfants. Et que certains enfants vont mal vivre cette évacuation. Donc elle va ouvrir une espèce de centre clinique où elle va essayer de bricoler une recherche théorique et une pratique médicale pour soigner ses enfants. Et on est en 1940. Et heureusement qu'elle a fait ça. Parce que quand les enfants vont rentrer des camps de concentration nazis, eh bien il y aura une petite base intellectuelle pour s'occuper de ces enfants. Mais là, nous sommes en 1936, il n'y a aucune base intellectuelle pour s'occuper de ces enfants. Donc, j'insiste peut-être un peu là-dessus, c'est parce que c'est quand même des choses qu'il faut préciser. Je dirais qu'on a à peu près le même stress. C'est certains jeunes qui, fuyant la guerre ou la misère, en Syrie ou en Afrique, se retrouvent plus ou moins isolés ou même avec leur mère sur les routes du monde. Hein. Et là, on essaie de les... quand on les accueille, on a quelques outils, mais parfois l'accueil est un peu rude, surtout sur des bateaux qui passent un temps fou au large des côtes de la Méditerranée. Voilà. Donc, encore s'il ne coule pas, parce que j'ai encore appris tout à l'heure aux infos qu'il y avait un bateau qui avait coulé, avec plus de 100 hommes personnes qui sont retrouvées au fond de la mer. Donc, si vous voulez, il y a là un stress très fort. Hein. Et ce stress très fort, eh bien, le personnel fait ce qu'il peut, avec un maximum d'amour, mais il fait ce qu'il peut. Et il va y avoir un changement. Les deux centres de la Mauresque et de la Vernelle, la place de Boyau, vont s'arrêter en juin. Pourquoi? Parce qu'il faut libérer les lieux pour les jeunes de Perpignanais qui partent en colonie de vacances. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que le gouvernement espagnol va changer de tactique. Il dit, voilà, je crois qu'on a fait le tour des problèmes que pose l'hébergement en famille. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est un hébergement en centre, mais en groupe, avec un encadrement espagnol. Et par exemple, à Ivry, ils ont une cuisinière espagnole, ils ont un médecin espagnol qui va les suivre pour faire un encadrement. C'est-à-dire que ce médecin espagnol, ça va être en gros la figure paternelle de ses enfants. Et pendant 2 ans, en gros 2 ans, 37, 38, 39, il va les prendre en charge. Alors, dans les Pyrénées-Orientales, nous avons un certain nombre de familles qui ont accueilli des enfants à titre individuel. Et puis, nous avons 2 lieux, 3 lieux même. Donc on en parlera tout à l'heure, puisque nous avons quelqu'un qui travaille dessus. Il y a 3 lieux. Il y a le Centro espagnol. Alors le Centro espagnol, ce n'est pas qu'une boîte de nuit où on allait danser quand on était jeune. Le Centro espagnol à Perpignan, c'est une institution qui a été fondée par une mutuelle créée par les travailleurs espagnols à la fin du XIXe siècle. Et donc dans les locaux du Centro espagnol, parce qu'il y a une grande salle de théâtre, enfin il y a de la place au Centro espagnol, on va installer des dortoirs. Et une partie de ces enfants seront en dortoir, et une partie sera dans des familles d'accueil.
Et à Cerbère, le centre espagnol va créer, ça c'est les mères sont avec les enfants, parce qu'ils ont été évacués ensemble. Puis, alors, on a compté qu'il y a eu à peu près 400 centres d'hébergement à travers la France, pour vous dire un peu la taille des choses. On estime qu'il y a eu 35 000 enfants espagnols qui ont été accueillis dans des centres d'hébergement en France. Rien qu'en France. Alors, dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu... Alors, donc il y a le comité d'accueil aux enfants d'Espagne, et puis il y a d'autres institutions qui se mettent en route. Des institutions britanniques, le Foster Plan, qui reste... Le plan existe toujours, c'est une association qui s'occupe d'enfants, même aujourd'hui. Vous voyez parfois des publicités à la télévision pour des dons. Vous avez les Quakers, vous avez plein d'organisations scandinaves, et c'est un comité scandinave qui va s'occuper du centre d'hébergement qui s'installe à Banyuls, au Maastricht. Sur ce centre d'hébergement, à ma connaissance, c'est pour ça qu'on attend les écrits locaux, sur ce centre d'hébergement, on en parlera tout à l'heure, on donnera la parole à la salle, nous n'avons pour l'instant qu'une ligne dans une liste de centres d'hébergement. Vous voyez à quel point on sait peu de choses. Voilà. Ces centres d'hébergement vont fonctionner. Et ils vont fonctionner avec des à-coups. Et le gros à-coup, c'est l'arrivée des enfants basques. Parce que là, autant, si vous voulez, les enfants qui viennent du Levant, qui viennent de Catalogne, c'est organisé par le gouvernement, c'est des convois, c'est un encadrement, c'est prévu. Les Français les attendent plus ou moins, mais ils les attendent, ils les logent. Mais les enfants du Pays Basque, c'est des masses considérables qui arrivent, j'allais dire, quasiment spontanément. C'est-à-dire que le gouvernement basque les met dans un bateau et puis vogue la galère vers un port de la côte atlantique. Alors là, c'est une grande mobilisation internationale. C'est-à-dire qu'enfin, les catholiques, qui étaient très réticents vis-à-vis de l'Espagne républicaine, comme les Basques sont catholiques, comme la région de Bordeaux au nom des racines ancestrales basques, eh bien, les catholiques de Bordeaux, de toute cette région-là, enfin, j'allais dire le Pays Basque français, puis les Landes et puis Bordeaux, vont se mettre en route pour monter un comité catholique d'accueil des enfants basques. Que les catholiques belges vont se mettre en route pour accueillir les enfants basques. Et ça va poser des drames parfois. Dans la série des drames, il y en a un, ce qui est le suivant. Il y a un frère et une sœur basques qui arrivent à Gand. Alors quand vous situez ça en Belgique, chez les Flamands, mais attention, Gand, c'est une capitale ouvrière, c'est une très grande ville ouvrière, socialiste, anticléricale, d'autant plus anticléricale qu'ils sont en plein pays flamand catholique. Et là, la fille va dans une famille catholique, le garçon va dans une famille socialiste, franc-maçonne, anticléricale, authentique. Ce qui fait que les frères et sœurs, quoique habitant la même ville, ne se verront pas pendant toute la période où ils resteront en Belgique. Bon. Donc, et alors, vous avez 3500 qui partent en Grande-Bretagne. Vous avez les mineurs gallois, par exemple, qui font un effort considérable pour accueillir les enfants. Vous avez qui vont jusqu'à Moscou, jusqu'à Scandinavie. Donc on les place là où on peut. Alors ceux qui sont allés en Union soviétique, il y a eu ceux qui ont eu de la chance, entre guillemets, ils sont partis de Valence pour Odessa, donc ils sont trouvés dans le sud de la Russie. En été ça va à peu près, les hivers ça va à peu près aussi, enfin, modérément. Mais ceux qui sont arrivés à Leningrad, on va dire que là aussi ils ont eu un choc culturel. Hein, voilà. Donc, ces enfants, ils sont accueillis un peu partout. Après, ça va se poser un problème. Et je terminerai là-dessus, quoique je terminerai lentement. Ça va se poser un problème, c'est que faire des enfants. Parce que le Pays Basque tombe. Et dès que Franco récupère le Pays Basque, il demande à récupérer les enfants basques. La même chose se passera, alors au moment de la retirade, là je reviens à la retirade, toutes les colonies qui étaient en Catalogne, eh bien, vont se replier en France. Vous avez comme ça des milliers et des milliers d'enfants qui rentrent par papier.
il y a deux photos. Cette photo, c'est la photo du hall de la gare de la Tour de Carol, où vous avez 900 enfants qui étaient dans des colonies en Sardaigne espagnole, qui sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez les photos, il y a eu un livre de photos de Moros, où vous avez un camion chargé d'enfants qui passe devant la Moresque. Et vous avez une photo très célèbre, vous voyez un groupe d'enfants à pied avec une couverture autour d'eux, qui est en train de marcher, alors je ne sais pas si ils arrivent de Saint-Laurent ou de Pras-de-Moyau ou de la Vajole, mais ils marchent jusqu'en France. Donc vous avez eu des milliers d'enfants qui sont arrivés. Alors ces milliers d'enfants, là, il y a eu 7 trains, pour vous dire quel point, il y a eu 7 trains qui sont partis de la Tour de Carol pour le centre de la France. Et j'ai retrouvé à la Bourse du Travail de Perpignan une lettre où une députée socialiste belge très investie dans l'aide à l'Espagne républicaine qui dit voilà, nous, les socialistes belges, nous prenons 1000 enfants. Nous sommes prêts à prendre 1000 enfants. Si on a un bon de transport de Perpignan en Belgique, nous vous prenons 1000 enfants. Voilà. Et donc, on va les dispatcher là où on peut. Donc, se pose, pour les enfants basques d'abord, pour les enfants espagnols ensuite, la question du retour. Alors, la question du retour pose un problème. Parce que, d'abord, les organismes qui les ont pris en charge veulent s'assurer que leurs parents sont toujours en vie. Parce que vous avez un certain nombre d'orphelins, qui sont orphelins, qui sont pris en charge. Donc, il faut qu'on retrouve les parents. Un certain nombre de ces parents sont sur les routes, soit d'Espagne, soit ils sont venus en France. Donc il faut qu'on les retrouve, ce qui prend du temps. Donc l'affaire va traîner en longueur, l'été 40, il y a encore des enfants dont on cherche les parents. Puis, des fois, les parents, alors là je pars faire une conférence à Bruxelles dans un mois, et j'aurai la chance de rencontrer ce qu'on appelle des niños d'Espagne. C'est des enfants espagnols, des Basques, qui ont été envoyés en Belgique, et qui pour différentes raisons ne sont pas rentrés en Espagne. Et par exemple, donc ils ont écrit des témoignages, donc il y a une association qui fait vivre cette mémoire-là. Donc on a des témoignages d'enfants, ce qui est rarissime. Et par exemple, il y a une mère qui écrit « Ne me renvoyez pas l'enfant, les conditions sont si terribles en Espagne, gardez-le. » Voilà. Donc se pose la question, est-ce qu'on trouve les parents? Et puis des fois on ne les trouve pas. Alors il y a une histoire, oui, alors ça c'est Internet, c'est grâce à Internet, c'est une histoire invraisemblable. Il y a un enfant qui était hébergé, donc qui est parti à l'âge de 4-5 ans du Pays Basque. Il était hébergé dans un orphelinat au Havre, et au printemps 39, on cherche ses parents. Il se trouve que, sous ces enfants, il y a des photos où ils portent tous une étiquette. Et sur l'étiquette, le père a mal orthographié le nom de sa commune. L'enfant, il connaissait quoi? Il parlait vaguement basque. Il connaissait le nom du hameau où il habitait, mais pas le nom de la commune. Et donc, on n'a jamais retrouvé l'adresse des parents. Et donc, ce gamin, quand l'orphelinat ferme au cours de l'été 39, ben, les services sociaux français le prennent en charge. Arrive l'État français, donc il se retrouve au coup de chance à Lyon, et à Lyon, en 1942, il est toujours à Lyon, sans aucune nouvelle de ses parents. Alors là, les Quakers américains proposent de prendre en charge un groupe d'enfants juifs et d'enfants espagnols. Coup de chance pour lui, il part pour Casablanca avant le débarquement allié en Afrique du Nord. Ça, c'est le coup de chance. À 15 jours près, il s'était coincé. À Casablanca, il part à New York. Là, il est adopté par une famille américaine, il prend un nom américain. Et ce n'est que 30 ans plus tard qu'il va retrouver ses frères et sœurs qui étaient restés, eux, au Pays Basque. Histoire sympathique. Mais ce retour, il y a des histoires moins sympathiques. D'abord, toujours un enfant belge, parce que eux, on les connaît mieux. Lui, il est dans une famille belge. Bon, problème, on ne retrouve pas trop sa famille. Arrive l'invasion allemande. Donc, la famille, qu'est-ce qu'elle fait? Exode. Au cours de l'exode, il est séparé de sa famille d'accueil.
il est récupéré par les services sociaux, qui le replacent en Belgique, il retrouve la famille d'accueil. À la Libération, on fait des démarches pour retrouver la famille espagnole, on la retrouve, plus ou moins, on la retrouve. Au moment où il va partir, lui, il n'a pas de chance. Les franquistes fusillent Cristino Garcia, héros de la résistance dans les gares, tollé général en France, et on ferme la frontière franco-espagnole pendant 1 an. Donc le gamin, il reste en Belgique. Et comme ça dure, en 1947, c'est-à-dire quasiment 10 ans plus tard, il est parti en 1936, 10 ans plus tard, on l'expédie par Anvers jusqu'à Santander en bateau pour être sûr qu'il reste sa famille. Le problème, c'est le sort qui va être réservé à ses enfants. Alors, ceux de Moscou, je ne vous raconte pas. Ils ne rentreront jamais. Quand la guerre éclate, eh ben, 45-46, les plus grands se battent dans l'armée rouge, hein, et puis le temps passe. Et ils rentreront, alors au mieux, ils viendront en visite dans les années 70. Voilà. Donc vous voyez, des traumatismes très profonds de ces enfants. Mais ces traumatismes sont encore plus profonds pour les enfants qui rentrent. Parce que ces enfants qui ont été dans des colonies républicaines, ils ont eu une éducation républicaine. Et ils vont rentrer dans une Espagne de franquistes. Donc ils vont rentrer dans un certain nombre d'entre eux vont se retrouver dans des maisons de redressement politique. Car ils sont accueillis par l'Aiuto Social, qui était une branche de la Phalange. Alors, les plus grands, les petits maisons de redressement, ils suivent plus ou moins en silence. Mais vous avez des gamins, donc il y a un témoignage dans le film, c'est dommage, qui étaient partis, on va dire, à 13 ans, en 36. Quand il rentre en 39, il a 16 ans. Et il supporte plus ou moins bien la maison de redressement. Et donc j'ai retrouvé sur une liste de ces enfants qui étaient passés par l'orphelinat du Havre, j'ai retrouvé une liste, et sur cette liste, on voit qu'un de ces enfants a été fusillé en 1942. Il y en a un autre qui, à 16 ans, est envoyé en Espagne. Il part dans un camp de travail et il disparaît des radars en 1942. Donc, si vous voulez, le retour de ces enfants a été un choc extrêmement dramatique. Ce qui fait qu'ils n'ont pas parlé. Et que ces enfants qui aujourd'hui ont 90 ans, hein, pour ceux qui avaient 10 ans, ils ont 90 ans. Hein, les plus jeunes, ils ont 85 ans, et les plus âgés, ils ont 95 ans. Ces enfants n'ont jamais parlé. Et donc, si vous voulez, on a un problème, nous les historiens, c'est comment saisir le traumatisme de ces enfants, puisqu'on manque de documents. Et il y a une charmante historienne, ça c'est mon côté macho, il y a une jeune et charmante historienne, professeure à l'université de Cala, qui a fait d'ailleurs une très belle exposition que vous avez peut-être revue sur les enfants de Russie, hein, c'est elle qui est sa spécialiste. Elle travaille à partir des décès qu'ont fait ces enfants, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors de quelques journaux, parce que dans ces colonies, vous savez, c'est la grande époque de la révolution pédagogique freinée, les années 30. Donc c'est le début de l'imprimerie. Ces enfants non seulement font des dessins, mais ils font des graphies, ils font de la lithographie sur bois, ils rédigent des journaux. Il y a même un journal qui, pour vous dire le contenu idéologique, il y a un journal qui sera interdit par les autorités françaises, qui estimaient que son contenu était trop subversif. Hein. Donc voilà, donc ils essaient à partir de ce matériel. Céline Guérin, elle a travaillé beaucoup sur l'école Freinet, qui était instituteur en Provence, et qui avait accueilli à côté de lui, il y avait un groupe d'enfants espagnols, ils travaillaient ensemble, donc elle travaille à partir des documents Freinet sur cette époque-là. Donc vous voyez, une période extrêmement dure, hein, qui malheureusement, ce n'est que le début d'une histoire qui s'est répétée par toute une série d'exodes au cours des guerres, hein, et qui malheureusement n'est pas près de s'arrêter. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, au Moyen-Orient, me fait dire que les exodes de population, des familles éclatées, des enfants plus ou moins en errance,
c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, il me semblait important au moment où on va parler de la retirade, on replace cet épisode dramatique dans un contexte des années 30 de la guerre d'Espagne, mais également dans un contexte positif, c'est-à-dire les colonies de vacances, la découverte de la jeunesse au plein air. Vous avez tous vu des timbres de la jeunesse au plein air. Cette grande idée qu'il fallait sortir les enfants des quartiers insalubres, c'est qu'elles ont vendu des timbres de la jeunesse au plein air. C'est aussi l'époque, j'allais dire, du sport scolaire. L'idée qu'il faut quand même s'occuper. Eh bien, vous voyez que là, il y a un combat. Et alors, ce qui m'afflige un peu, ça c'est plus l'historien, c'est le syndicaliste, parce que j'ai quand même un long passé de syndicaliste et j'espère un grand futur de syndicaliste. Ce qui m'attriste un peu, c'est que dans ces années-là, le mouvement syndical, qui c'est qui fait vivre ce comité d'accueil aux enfants d'Espagne? C'est le syndicat national des instituteurs de la CGT. D'accord? Qui c'est qui mouille sa chemise? C'est les instituts syndiqués. Voilà. À cette époque-là, il n'y a pas d'organisation humanitaire. Et donc, on est ce qu'on appelle le proto-humanitaire. Et c'est donc les organisations syndicales ou les municipalités qui prennent en charge à bras le corps ces questions-là. Et malheureusement, aujourd'hui, ces questions sont, j'allais dire, déléguées. Et quand je dis le mot délégué, c'est à la fois positif et négatif. Sont déléguées à des associations spécialisées, ce qui fait que, à la limite, on donne un peu d'argent, mais on se sent moins concerné, et que donc ça devient un créneau tenu par des spécialistes. Et donc là, il y a peut-être un petit dépérissement citoyen, qui est la marque un peu de notre époque. Je vous remercie. Merci Georges, tu allais bien tiré, avec les moyens du bord. Je pense que vous souhaitez peut-être intervenir, certains d'entre vous, poser des questions ou apporter des témoignages. Voilà. Monsieur Roux. Oui, où est-il? Pardon. Ah, pardon. Dire que nous avons aujourd'hui dans la salle d'avoir la mémoire de Banouls, en l'occurrence Madame Louisette Arrols. Tout ce que je sais sur le Masretch, on va dire 80% de ce que je sais, c'est grâce à sa mémoire et à celle de son mari. Je suis allé la voir, j'ai pris beaucoup de notes, mais elle vous en parlera mieux que moi. J'ai retrouvé depuis d'autres éléments, et lorsqu'elle aura fini, elle vous dira tout, avec plus de précision que moi. Lorsqu'elle aura fini, si vous voulez, j'ajouterai les éléments supplémentaires que j'ai pu obtenir, non sans mal, parce que les témoignages sont très rares et les documents sont très rares. Voilà, je souhaiterais que Louisette, qui a connu tout ça et qui m'a tout expliqué, ou presque, vous expliquez mieux que ça. Alors, Louisette, explique-moi pratiquement. Louisette ne va pas dire grand-chose, parce que moi c'est sur parce que j'ai eu la chance, plus tard, de connaître ces enfants qui ont été pris au Masretch et qui vont expliquer leur vie et comment ils sont venus, comment ils ont été reçus. Et ils sont très contents du séjour de Banouls. Et ils remercient, et ils sont toujours en admiration devant Monsieur Laclare. Voilà. Monsieur Laclare était l'adjoint de Monsieur Azéma, qui remercie aussi, parce que c'est grâce à Monsieur Azéma, qui a été contacté par une association, comme vous dites, suédoise. C'était les Quakers, donc de Norvège, qui l'ont contacté pour savoir s'il pourrait héberger des enfants. Et il a de suite dit oui et les a mis au Masretch. Le Masretch, dont c'était 2 autobus. Ils sont venus en autobus, comme ils disent encore maintenant, ceux qui sont en vie, parce qu'il y en a qui sont morts, en autobus découvert, et c'était leur grand chagrin.
parce qu'il n'y avait pas de toit à l'autobus. On avait beau leur expliquer que l'association qui les avait envoyés là avait réquisitionné des camions militaires, donc c'était des autobus sans bâche. Voilà. Ils étaient désolés, ils ne voulaient pas y monter. Ils avaient peur, il n'y avait pas de toit. Bon. Donc ils sont venus là, quand ils ont été à Saint-Michel, avant c'était la terre, hein, c'était une route en terre qui montait au Maastricht. Et le virage du Maastricht est quand même assez raide. Donc les autobus n'ont pas pu monter avec tous les gosses. Ils ont fait descendre les enfants et ils sont montés avec tout le matériel, quoi. Les enfants sont montés à pied. Plus tard, nous avons reçu, parce que nous sommes restés très amis avec certaines familles, aussi bien nous que la famille Liambri. D'ailleurs, il y en a un, l'Espagnol, qui est parrain de Béatrice. Voilà, de Béatrice. Bon. Donc, nous avons gardé aussi l'amitié, surtout avec la famille, qui après, parce que quand les parents sont venus rechercher les enfants, qu'ils ont remercié la municipalité, ils ont dit, si vous avez besoin de nous, notre porte est ouverte à n'importe quel moment. Et ils ne croyaient pas si bien dire, parce que quand les évadés sont partis, eh bien, ils sont allés les voir, justement, et ils les ont accueillis, et ils les ont gardés chez eux. Donc, c'est là que nous avons gardé la connaissance de ces gens et de ces enfants qui nous ont raconté leur vie là. Voilà. Mais ils étaient très bien reçus. Certains qui avaient plus de 6 ans, 7 ans, ont pu continuer à aller à l'école à Bagnols, donc d'ailleurs français. Les autres étaient gardés par soit des bénévoles, soit il y avait 2 ou 3 cadres, donc, ou des parents qui étaient restés ici quand ils sont venus les accompagner. Ils sont restés 2 ans. Et quand ils sont repartis, ils n'ont pu repartir que, je pense, au mois de mars 1939, parce que Franco ne voulait pas donc leur délivrer, puis bon, il y a eu des arrangements, il leur a délivré un passeport spécial. Ils sont venus avec 2 autobus, les parents, les chercher. Ils ont dû passer, alors Joseph Masse nous a expliqué que, donc, ils les ont pris là, ils ont dû aller à la citadelle. Ils sont restés un moment à la citadelle, où ils ont contrôlé tous les papiers, enfin tout. De la citadelle, ils sont allés au Pertus aussi, où ils ont été arrêtés et contrôlés. Et le soir, je ne sais pas si c'est le lendemain soir, ils ont été arrêtés au fort de Figueres. Là aussi, on les a refouillés, demandé les papiers, mais ça a été, il paraît, terrible. Pour les enfants, ils ne croyaient jamais. Et ils sont arrivés finalement après à Barcelone. Mais entre-temps, ils sont très contents de l'accueil qu'ils avaient eu en France. Et le lendemain, une chose qui nous a émus, et que mon mari raconte, puisqu'il y était, le lendemain, Liambri, Georges Laclare et Marc sont montés avec une camionnette avec du pain. Les enfants se sont précipités dessus. Et il paraît que chacun a voulu un pain et qu'ils le prenaient comme s'ils avaient un bébé, quoi, et ils l'embrassaient. Et ça a été très émouvant parce que, comme. Et alors là aussi, je pense qu'il y avait une bénévole, Rangel Danchai, qui elle était aux cuisines, et c'est Joseph Mars qui me l'a expliqué. Donc elle l'a pris en amitié ou comme une grand-mère. Et alors il n'aimait pas tout, malgré les restrictions qu'il avait eues et tout, il n'aimait pas tout. Et alors elle, quand elle lui disait, bon Joseph, avui tenim això, menjaràs? Il vais te faire autre chose. Et elle lui faisait autre chose. Voilà. Mais en fait, ils en gardent un très très bon souvenir. Et ça, Liambri pourrait aussi vous en parler, parce que lui aussi a connu d'autres.
C'est bien. Bravo. Oui, je suis Chapeau. Ce que vient de vous dire madame, c'est véridique. J'ai 4 ans de plus qu'elle. Je suis un ancien émigré espagnol, catalan. Je suis rentré en France en 30. La colonie dont elle vous dit, je me pose la question. Jamais personne n'en a parlé. Comment se fait-il? On n'a jamais parlé de cette colonie. Oui, jamais. Jamais. Je trouve ça bizarre. Oui. Il y en avait une quarantaine, je ne me souviens pas autour de là. Merci à monsieur. Ils étaient garçons et filles, chapeau. Ils allaient à l'école, ils étaient soignés, il y avait une infirmière, il y avait ce qu'il fallait. Oui. Quant à ce qu'elle vient de vous raconter, j'en ai connu et je me souviens d'eux. Un s'appelait Joseph Masses. Oui, il avait un frère. Et oui, Gabriel. Ils avaient eu des contacts par téléphone et par lettre. Moi, je ne me souvenais plus. Oui. Ils sont disparus depuis. Non. Mais ce qui s'est passé à Bagnos, L'aîné est encore en vie. il est en vie, tu m'avais dit qu'il était tombé. Non, Gabriel est mort. Tu m'avais dit aussi, tu t'es trompé. Bon, alors, supposons. Mais de toute façon, ce qui s'est passé à Bagnos, il y a beaucoup d'oubli. Hein. Eh oui. Si on savait l'histoire de Bagnos, il était à vous mettre des cheveux sur la tête, vous qui n'en avez pas. Je vous dis, j'ai connu ça, hein. J'ai vécu avec eux, j'avais l'âge dont elle vous parle, pas le même âge. J'avais 14 ans, j'ai fait 14 ans en août 38. Et ce garçon, à peu près, il était de mon âge. On se fréquentait très souvent, j'habitais au Mars comme eux. Alors, on a vécu les mêmes misères avec ces gens-là. Et pourquoi on ne le connaît pas? Et il y avait des gosses de toutes les régions espagnoles. Hein. Non, on ne le connaît pas, alors je vais être brutal. Ça, il faudrait savoir comment, je me pose la question, comment personne n'a jamais parlé de cette colonie à Bagnos. On a parlé des colonies par-ci, par-là, mais celle de Bagnos, oubliée, carrément. Bizarre. Non, c'est pas bizarre. Si vous voulez, les choses n'existent plus tant que l'historien n'en parle pas. On va être très sérieux. Oui, c'est ça. Voilà. Et pour que l'historien en parle, Mais il va falloir s'y mettre alors. non, il faut qu'il trouve. Parce que là, tu as des sources quand même. Non, mais il faut qu'il trouve un fonds d'archives ou que le hasard, parce qu'il n'y a pas de fonds d'archives, Non, mais peut pas avancer, et après, ça existe. Mais les sources, ce sont les archives, mais ce sont les témoignages vivants, quand on a encore la chance de les avoir. Tu ne fais pas de témoignages si tu ne sais pas que quelque chose existe. Non, mais... Voilà. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux. Oui. Si spontanément, un érudit local, c'est pas que quand je dis ça, c'est pas péjoratif. Mais non. Si spontanément, un érudit local ne fait pas les témoignages, comment voulez-vous que l'historienne, travaillant sur Paris, professeur à Toulouse, ait le temps d'imaginer qu'il y ait des témoignages à faire à Bagnos? Donc voilà, on est dans une espèce de cercle vicieux. Et le jour, moi je vous dis, tout ce que je savais de Bagnos, c'était une ligne. Hein? Et voilà. Donc, moi ce que j'espère, et je le dis tranquillement, parce que j'espère, nous organisons. Nous avons fait 2 jours d'études, une journée rien que sur les enfants, une journée sur les passages clandestins de 37 à 75. Parce que nous voulons replacer les questions espagnoles, les liens entre les Pyrénées-Orientales et l'Espagne, au moins sur la durée, j'allais dire, jusqu'à la mort de Franco. Parce que, si vous voulez, les passages clandestins, par exemple, ça commence en 1937 avec les brigades internationales, ça continue pendant la guerre avec les antifascistes qui veulent, les juifs et les antifascistes qui veulent passer, puis les évadés de France, puis tous les réseaux qui amènent à l'Espagne des aviateurs, puis tous les réseaux qui passent du courrier, et ça continue après la guerre avec tous les réseaux des partis politiques antifranquistes qui font des allers-retours, les gens qui passent, du matériel, et ainsi de suite. Voilà. Sans compter au début, à la fin des années 40, par des saboteurs qui, par la Cerdagne essentiellement, descendent sur Barcelone, faire sauter un certain nombre de choses. Plus des maquis, des gens qui rentrent pour créer des maquis en Espagne, jusqu'au début des années 50. Donc si vous voulez, sur les passages, vous voyez, nous on essaie d'être sur le moyen terme, pas le long terme, mais le moyen terme. Sachez bien un truc, les premiers passages clandestins, ça remonte au moins
à la question des Asturies. En 1934, nous, les Barcelonais, créent la République de Catalogne. Companys se fait arrêter. Ça se passe modérément mal en Catalogne, mais dans les Asturies où il y a des mineurs, ils proclament la République socialiste des Asturies. Alors laissez-moi vous dire que le gouvernement de droite charge Franco de la répression des Asturies, ce qui vaudra Franco d'ailleurs sa nomination comme chef des armées au Sahara espagnol, hein, et que la répression est absolument extraordinaire, et qu'un certain nombre de mineurs asturiens s'échappent, non pas par le Pays Basque qui est hyperfiqué, mais passent par la Catalogne et rentrent par les Pyrénées orientales. Donc nous avons retrouvé des choses là-dessus. Mais on ne le sait que parce qu'on a retrouvé un rapport un jour qui nous arrivait de Moscou via Paris. Voilà. Donc si vous voulez, j'inviterai nos amis de Banyuls à nous rédiger un petit quelque chose. Quand je dis petit, la taille ne fait rien à l'affaire. Je veux dire que s'il est grand, c'est pas mieux. S'il fait que 10 pages, c'est très bien. S'il fait 3 pages, c'est parfait. Et nous organisons au Mémorial de Rivesaltes, en décembre prochain, une réunion sur l'accueil des enfants espagnols de 36 à 39. Parce que ces enfants, nous travaillons, je suis allé à Sète dernièrement, parce qu'ils ont été accueillis à Sète, ils ont été accueillis un peu partout, et j'essaie d'obtenir justement des associations mémorielles locales qui nous sortent des petits renseignements là-dessus. Par exemple, il y a une histoire qui est extrêmement forte, les mineurs anglais ont cotisé, ils ont ramassé une somme importante qu'ils ont donnée aux mineurs français, pour que les mineurs français achètent un château dans la région de Tarbes. La somme n'était quand même pas en rondelette, et ce château qui a été inauguré en avril 1949 a été destiné aux veuves et aux orphelins des mineurs des Asturies. Et il est toujours propriété de la CGT. Voilà. Donc c'est ce genre de choses que nous essayons de mettre en valeur par des gens au plan local, parce qu'on ne peut pas, j'allais dire de Paris ou même de Perpignan, faire les recherches nécessaires. Donc on compte sur vous. Alors, M. Rouille, vous avez fait des recherches. C'est ça. Alors, on aurait tout oublié si Louisette, un jour où j'étais chez eux, nous parlions de 1000 choses, ne m'avait pas fait cette révélation il y a un peu plus de 2 ans. Plus personne ne se souvenait de ça, plus personne ne parlait de ça. Le hasard a voulu qu'elle m'en parle, ça m'a intéressé, et puis elle m'a remis une cassette enregistrée par l'un de ses enfants en 2008. Cette cassette est difficilement audible. Il s'exprime en catalan, c'est Josep qui l'a faite. Josep Masses, il est venu au Masreig alors qu'il avait 6 ans, et son frère Gabriel avait 9 ans, et cette cassette, j'ai écouté à maintes reprises, il y a des blancs, il y a un parasitage. J'ai réussi à en tirer pas mal de choses déjà. Si nous avions le temps, je pourrais vous les dire, ce qu'il a écrit dans sa cassette. Et puis j'ai eu un autre témoignage. Un jour, il y a une jeune dame qui est née à Banyuls, mais qui est partie habiter ailleurs, qui est venue à la maison avec des tas de photos. Sur une de ces photos, je suis au mariage de son père. Elle me montre ces photos. Et puis je vois un groupe d'enfants que son père encadrait, et derrière, en arrière-plan, le Masreig. Ces enfants étaient tous habillés pareil. Donc il y a une photo de ces enfants qui sont là-bas. Donc je suis allé expliquer tout ça au lycée l'an dernier. Je n'ai pas pu participer aux journées d'études pour des raisons familiales importantes à Perpignan, mais je suis allé expliquer oralement aux élèves terminales du lycée l'an dernier. Ils étaient très intéressés par ça. Donc c'est bien avancé, mais maintenant j'ai pris contact avec un studio qui pourrait me faire écouter la cassette dans des conditions plus réceptives, je crois. Parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas bien, et puis il le dit en catalan. Et parfois, sa voix baisse, et puis il y a un parasite. Donc si on allait dans un studio, peut-être on obtiendrait plus de résultats. Mais il y a des détails d'une précision que j'ai pu retirer de ceci. Voilà. Si on avait eu le temps, on aurait pu le lire, mais le temps passe. Non, mais
c'est juste pour dire que l'histoire, c'est ça. C'est à partir de ces témoignages-là. Non, mais l'histoire, c'est de la chair, quoi. Bon, quand on parle des archives, c'est froid, les archives. Mais à travers le froid des archives, on retrouve des choses extrêmement vivantes et charnelles. Mais alors, les témoignages vivants, alors ça, c'est extrêmement précieux. Et comme tu le disais très justement, hein, c'est pas des universitaires, comment dirais-je, qui travaillent sérieusement, mais qui ne peuvent pas être au contact, on va dire, du local. Et c'est à l'échelle locale qu'on trouve des grands phénomènes, qu'à travers des études comme celle du Maastricht, on peut pénétrer complètement dans l'univers de la guerre d'Espagne, cela sous l'angle des enfants, etc. Et ça, je pense, monsieur le maire, que c'est un travail qu'une commission patrimoine doit faire. Absolument. Doit faire. Alors moi je dis que... Parce que vous voyez, on vient de dire, il s'est passé des choses, il y a des gens qui encore savent des choses, et finalement ça ne se sait pas. C'est l'histoire du personnage qu'on va voir au musée Rigaud, hein, c'est exactement ça. Les choses ne sont connues que quand on les sort de l'inconnu. Et voilà, alors si chacun garde ça pour soi, non pas parce qu'il en est jaloux, mais parce qu'il n'a pas l'occasion de le dire, personne ne peut le récupérer, et puis ça n'est pas mis en musique ou en lumière, comme vous voudrez. Et ça, c'est un travail local qu'il faut faire. Moi, je crois beaucoup à l'histoire locale. Bon, vous savez le travail que j'ai fait sur Port-Vendres, sur d'autres sujets, mais c'est à partir de là qu'on retrouve une histoire universelle. Quoi. Quand on parle du local et du concret, là, et auprès de tout public, et des jeunes en particulier, là, l'histoire, ça passe. Voilà. Moi, je veux dire deux choses. Un, d'abord, que ce film, il part d'une photo. On va le verra un jour. Alors, non, il part d'une photo, ouais. C'est les archives, on en prend d'une photo. Et donc, il remonte, il retrouve des gens. Et deuxième chose, c'est une proposition marionnette. Il y a France Albert qui habite Port-Vendres, oui. Donc je la charge oui. de vous suivre, et l'ANAC, c'est-à-dire l'Association nationale des anciens combattants, dont je suis aussi le président, se charge de publier une plaquette sur ce groupe d'enfants au Maastricht. Voilà. Et je pense qu'au prochain colloque, il y aura, comme il y a ici toute une série d'interventions sur des choses, il devrait y avoir une belle intervention sur le Maastricht. Mais il n'y a pas de volonté, j'allais dire, voyez, ne soyons pas complotistes. Il faut dire les choses brutalement. À l'histoire, il y a le hasard. Il peut y avoir le hasard au niveau des recherches. Et il y a des choses dont on ne parlera jamais, qui disparaîtront, et des choses qui laissent des traces, qu'on découvre un jour par hasard, au détour en cherchant autre chose, des documents ou un témoignage. Et donc, il est vraiment important, et moi j'adore les monographies. Vraiment, c'est de mes travaux, les monographies, la restitution de documents ou de témoignages, et surtout, ne pas avoir l'idée qu'il y a des choses importantes et des choses moins importantes. C'est-à-dire que je vous disais, ça sera la taille que cela aura, les gens veulent toujours faire trop. Ils disent, mais c'est tout petit, mais c'est insignifiant. Mais j'ai dit, absolument pas. Il faut être dans le concret. Et même si c'est très ponctuel, eh bien, c'est la masse d'études, de monographies locales qui permet de tirer des choses. Voilà. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est à partir des histoires concrètes, de ce qu'on appelle une étude de cas. Alors, une monographie, c'est l'histoire de quelqu'un, c'est l'histoire d'un lieu, c'est l'histoire d'un moment. Et là-dedans, finalement, à partir de ce cas, on contextualise, et là, il y a tout. Voilà. Et ça rend les choses... mais ça imprègne les gens, hein. Ça imprègne les gens. Donc je donne rendez-vous à tout le monde. Alors là, c'est mon côté du prof. Voilà. Je veux une remise de copie pour la fin du printemps. Nous faisons une conférence à Bagnous au début de l'automne, un colloque, décembre. Non, mais je crois que monsieur le maire veut dire quelque chose, parce que là, on lui a tendu une perche, et je crois qu'il est prêt à la prendre. Alors on va le remercier de tout ce qu'il va nous dire, parce que je crois qu'il est décidé à faire des choses, justement à combler des lacunes. Oui, combler les lacunes, on a mis en place une commission patrimoine qui s'est réunie, qui s'est un peu éteinte par faute de combattants, parce qu'à un moment, le devoir de mémoire il est porté par les plus anciens, et les vicissitudes de la vie font avec, entre les maladies, etc., que les gens sont moins disponibles. Mais je retiens votre proposition par rapport à l'accueil des enfants qu'il y a eu au Maastricht. Lorsque vous aurez des documents et lorsque vous aurez travaillé sur une chose beaucoup plus étayée, moi je suis
partisan, pardon monsieur Chaton, je suis partisan qu'on l'archive d'abord pour les archives municipales, mais qu'on le publie et on participera à la publication de tel document. On a refait renaître un petit peu cette commission patrimoine à travers le bulletin municipal, parce que c'est trop compliqué d'avoir des témoignages et de plus savoir quoi en faire, et au moment comment on les publie, comment on intéresse les gens, et on a beaucoup travaillé, on est en train d'y travailler, on travaille sur la retirade bien entendu actuellement, mais sur d'autres choses aussi. On a travaillé avec Jacques Santeil sur la pêche à l'eau, sur les traditions bagnolingues, etc., etc. On a travaillé sur les commerçants de Bagnoul, sur les sportifs de Bagnoul, parce que c'est intéressant aussi, et on essaye donc de publier une page, voire une double page, dans le bulletin municipal, qui est l'émanation de ce travail de la commission patrimoine. Donc il y a 4 publications, 5 publications par an, et donc, moi ça je trouve tout à fait intéressant qu'on puisse, d'abord c'est un travail de mémoire, c'est un travail d'information aussi, pour les gens qui sont ici. Moi j'ignorais qu'il y avait et pourtant je suis très sensible au fait de la retirade, puisque je suis un enfant de la retirade, et donc j'ai appris dernièrement qu'il y avait cet accueil des enfants de la retirade à Omasrech. Moi je trouve que c'est bien pour la ville. Et puis ça donne aussi un peu de baume au cœur pour savoir que les gens n'ont pas été ingrats, les gens ont participé, et il s'est passé beaucoup de choses, comme l'hôpital par exemple, pendant la guerre de 14-18 au laboratoire Ago, qui était très ignoré de la population et qui a revu le jour. Donc ça me paraît intéressant, et en tout cas nous on est partie prenante pour publier, et publier soit sur un recueil, mais aussi publier périodiquement sur un bulletin municipal, parce que ça permet aux gens d'avoir l'information et de la distiller petit à petit. Très bien.